Bonjour tout le monde. Je me présente à mon tour. Mon nom, c'est Marie-Noëlle Lemay. Je suis infirmière, conseillère en soins infirmiers. Je travaillais au CIUS de l'Est avec Mara jusqu'à, mon Dieu, jusqu'à vendredi euh, dernier. Et depuis hier, je suis maintenant conseillère à l'hôpital Marie-Clarac. C'est ça. Puis j'ai eu une expérience diversifiée. En fait, j'ai commencé ma carrière en travaillant à l'hôpital Sacré-Cœur à l'unité de soins palliatifs. Après ça, j'ai enseigné les soins infirmiers pendant plusieurs années et j'ai travaillé par la suite pendant 10 ans au service régional de soins à domicile pour malades pulmonaires chroniques, donc le SRAD pour les gens qui sont à Montréal et qui pourraient connaître ça. Et depuis 3 ans, je suis conseillère en soins infirmiers, euh, d'abord en médecine, puis maintenant en soins palliatifs et en réadaptation. Je l'ai été au CIUS de l'Est, puis maintenant à l'hôpital Marie-Clarac. Alors, c'est un petit peu mon parcours et ça m'a donné le goût de vous présenter, de vous parler du sujet d'aujourd'hui. Alors, donc, pour faire suite à la superbe présentation de Mara, moi, bon, elle a parlé beaucoup là, du cheminement, de l'accompagnement, etc., prise de décision, discussion et tout. Moi, je vais y aller peut-être d'une façon un peu plus pratico-pratique, ben, quoique c'est très pratique ce qu'elle nous a donné, mais je vais plus y aller sur la gestion des symptômes aujourd'hui. Présentation, gestion des symptômes qui peuvent se présenter en période de fin de vie respiratoire. OK? Puis là, on va y aller quand même de façon assez large, là, disons en phase palliative respiratoire. Et comme Mara l'indiquait tout à l'heure, la phase palliative, ça peut être long. OK? Il y a la distinction entre la phase palliative et la fin de vie imminente, mais la phase palliative en maladie chronique, entre autres, et en maladie respiratoire, peut s'étendre sur plusieurs années. Donc, c'est ça. Puis c'est important de gérer les symptômes qui vont être vécus pendant ce temps-là sans attendre de se retrouver dans les 2 dernières semaines, là. Parce que c'est sûr que notre but, c'est d'essayer d'optimiser le plus possible la qualité de vie des gens qui souffrent d'une maladie pulmonaire. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? Ben, ça a déjà été fait un petit peu avec Mara. Je vais en parler rapidement, mais on va prendre conscience un petit peu de l'unicité des parcours de la fin de vie pulmonaire. On va identifier les différentes interventions qui peuvent s'appliquer aux personnes atteintes de problèmes pulmonaires. Et ça va inclure les diverses maladies pulmonaires et les cancers. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en fin de vie et comment on peut favoriser la prise en charge de la clientèle pulmonaire puis de leurs besoins en fin de vie. Donc, c'est ça. Fait que rapidement, là, on va voir un portrait très rapide et vous allez comprendre pourquoi des fins de vie de maladies pulmonaires, surtout Mara en a déjà parlé. On va suivre le parcours de M. Azoulay. Hein. Elle avait M. Enriquez, moi j'ai M. Azoulay. On va voir c'est quoi les symptômes les plus courants, comment on peut soulager ces symptômes-là et c'est quoi le rôle des différents professionnels à travers tout ça. Quand je parlais de portrait de fin de vie en maladie pulmonaire, en fait, c'est difficile de faire un portrait unique justement parce que ça va varier. Ça va varier selon la pathologie impliquée. Quand on pense maladie pulmonaire, on pense souvent au MPOC ou à la fibrose pulmonaire, mais il y a plus de maladies que ça. Il y a des fois des combinaisons, etc. Donc, chaque portrait à ce niveau-là va être différent. Chaque maladie évolue de façon différente et chaque personne étant différente aussi, mais elles peuvent avoir des maladies associées ou des maladies autres. Par exemple, quelqu'un pourrait avoir de la MPOC et du diabète. De l'insuffisance rénale et un problème cardiaque. Bon, je dis et, mais ça peut être ou aussi, là. On, on ne va pas souhaiter que tout le monde soit assez malchanceux pour tout avoir,
Mais c'est ça, il y a plusieurs maladies qui peuvent, une ou plusieurs qui peuvent accompagner ça. Des fois, ça peut être aussi des problèmes de mobilité. Quelqu'un qui fait de l'arthrite, de l'arthrose, de l'arthrite qui va venir gêner sa mobilité. Souvent, on va dire qu'un des traitements la maladie pulmonaire, c'est de bouger, de faire de la réaction, de la réadaptation, de rester actif et tout ça. Mais si la personne, elle est prise avec des limitations très sévères dues à de l'arthrite, de l'arthrose ou autre, polyarthrite rhumatoïde, n'importe quoi, ben c'est sûr que ça vient beaucoup limiter là, à ce niveau-là, puis même au niveau de sa qualité de vie générale. Les traitements qu'il va y avoir, qui vont être offerts à cette personne-là, je dis être offerts, mais carrément être disponibles pour ça. L'impact de ces traitements-là, est-ce qu'il va y avoir de la chimio ou non? Dans les cas, par exemple, de fibrose pulmonaire, il y a des médicaments qui peuvent être relativement efficaces pour ralentir la progression de la maladie, mais par contre, ils peuvent avoir parfois beaucoup d'effets secondaires, etc. Fait que tout ça, c'est des choses qui viennent jouer. Et bien sûr, les caractéristiques de l'usager et de son environnement social et physique. Euh, donc, est-ce que la personne vit à la campagne? Est-ce qu'elle vit en ville? Est-ce qu'elle a un accès facile à des soins? Est-ce qu'elle est entourée de sa famille ou d'un réseau social fort qui va pouvoir l'aider ou non, ou si elle est isolée? C'est quoi ses capacités physiques, etc., etc. Donc, tout ça vient faire en sorte que ça va être très différent d'une personne à l'autre. Et il faut tenir de tous ces facteurs-là quand on fait l'évaluation de la personne, quand on va regarder avec elle c'est quoi ses besoins, ses désirs et qu'est-ce qu'on peut lui offrir, lui suggérer par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, on va suivre le parcours de M. Azoulay. M. Azoulay, qui a 72 ans, il vit avec son épouse. Il est connu pour une MPOC depuis à peu près 10 ans. Sa maladie était relativement stable et bien contrôlée. Malheureusement, M. Azoulay a aussi été diagnostiqué d'un cancer du poumon il y a 2 ans. Bon, dans sa malchance, il a été relativement chanceux. C'était un cancer à progression lente. Mais dans la dernière année, il y a eu 3 exacerbations avec hospitalisation. Et on le sait, chaque fois qu'il y a des exacerbations importantes, bien souvent, ça va entraîner une détérioration de l'état de santé, de la capacité pulmonaire de la personne. Et souvent, elle ne retournera pas à son état de base antérieur. D'où l'importance, autant que faire se peut, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, d'essayer de prévenir les exacerbations ou de les traiter, de les identifier, puis de les traiter le plus vite possible, de ne pas les laisser traîner en se disant ah, ça va finir par passer, ça va finir par passer. Donc, on traite vraiment le plus vite possible. Donc, depuis la dernière année, son état de base s'est beaucoup dégradé, puis sa qualité de vie diminue de plus en plus. Monsieur Azoulay, ben, il ne vous est pas référé à vous, il nous est référé à nous. Donc, il nous a été référé, on explore ses signes, ses symptômes, ses besoins, etc. Il présente une augmentation de la dyspnée, c'est-à-dire de l'essoufflement au repos et à l'effort. Sa capacité à faire ses AVD, ses AVQ est diminuée. C'est quoi les AVD? Les AVQ, c'est les activités de la vie domestique, par exemple, cuisiner, faire le ménage, plier le linge, passer l'aspirateur, etc. Ça, c'est les AVD, activités de la vie domestique. Et les activités de la vie quotidienne ou à vécu, ça va être la capacité à s'habiller, la capacité à se laver, à se brosser les dents, à s'alimenter, etc. Donc, dans le cas de M. Azoulay, ça a diminué depuis un an suite à toutes ces exacerbations, ces maladies, etc. Il est de plus en plus fatigué, il se sent plus anxieux qu'auparavant, il est découragé, ça ne va pas bien, ces affaires. Vous explorez donc la situation avec lui, vous regardez qu'est-ce qu'il veut, etc. Euh, bon, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il aimerait bien terminer ses jours à la maison. Puis son épouse est d'accord, elle soutient sa décision, là, elle est très présente avec lui, ils ont des bons liens, ils sont proches un de l'autre.
Malheureusement, ils n'ont pas de famille qui vit proche parce que leurs enfants sont à l'étranger. Ils ont déménagé, ils ont fait carrière en Europe dans leur cas. Monsieur exprime ses craintes face à l'augmentation de ses symptômes. Puis madame, elle exprime ses craintes quant à sa capacité à l'aider adéquatement. Parce que c'est pas toujours facile d'aider un proche. C'est pas tous les gens qui ont les mêmes capacités et la même résilience, la même aise face aux gens qui sont malades ou qui sont en besoin. Des fois, c'est confrontant ou des fois, ça nous fait peur. On peut se sentir pris au dépourvu, démuni, etc. Ou tout simplement, ça peut être un manque de connaissances, d'expérience et tout ça. Fait qu'elle, c'est sûr, elle veut l'aider, mais elle ne sait pas toujours comment, puis elle espère pouvoir être capable de le faire. Donc, c'est ça. Fait qu'on on peut discuter avec M. Azoulay des symptômes qui sont les plus courants en fin de vie. On va en discuter avec vous aussi. On parle ici de fin de vie pulmonaire. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver le plus souvent? De l'essoufflement. Juste un instant, je vais prendre un petit peu d'eau. De l'essoufflement, je pense que vous le savez, c'est un des principaux symptômes. Il y a la toux aussi, qui est un symptôme qui est souvent sous-estimé, mais qui est excessivement incommodant. La fatigue due à différentes choses, hein, l'âge, la maladie qui progresse, le fait que quand on n'est pas bien oxygéné, on a moins de force, moins de réserve, etc. Donc, plein de facteurs qui vont faire en sorte que la personne est de plus en plus fatiguée. Le fait que, excusez-moi, ses capacités, on l'a dit, hein, ses capacités diminuent au niveau de ses capacités à faire ses tâches quotidiennes, les tâches ménagères, à s'occuper de lui. Donc, ça peut amener une perte de l'autonomie, une diminution de l'autonomie. Tout ça, ça peut créer un isolement social aussi, hein. La personne, c'est de plus en plus difficile pour elle de sortir. Les gens ne sont pas toujours à l'aise d'être en contact avec une personne qui est malade. Ça, évidemment, ça dépend. C'est très variable d'une personne à l'autre. Il y en a qui sont déjà à la base et qui vont rester bien entourés. Il y en a qui vont perdre des gens. Donc, c'est ça. Et tout ça, ça peut amener aussi de l'anxiété, de la dépression, qui sont reliés à la fois aux symptômes vécus, au fait de savoir que on s'enligne vers la fin et tout ça. Donc, symptômes, difficultés, etc. Ça peut amener tout ça. Autre chose aussi, on a parlé de la fin de vie pulmonaire, mais si on pense plus spécifiquement au cancer, ça, ce n'est pas tous les symptômes qui peuvent être liés au cancer, mais les gens qui ont un cancer pulmonaire, par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme symptômes le plus souvent? Il peut y avoir aussi, excusez-moi, de la perte de poids, de la perte d'appétit, des difficultés à avaler des fois, dépendamment de la localisation du cancer. Des fois, ça peut être lié au traitement, par exemple la radiothérapie, etc. Chimiothérapie aussi, dépendamment du type. Des nausées, des vomissements, épanchement pleural, ça c'est quand il y a du liquide qui s'accumule dans l'enveloppe qui entoure le poumon, donc entre le poumon et cette enveloppe-là, et ça vient être pressé sur le poumon, et donc ça peut amener des difficultés à respirer. Et la douleur, c'est un des symptômes connus de la fin de vie quand on a un cancer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tous ces symptômes-là? D'abord, on va parler un petit peu de la dyspnée, c'est-à-dire l'essoufflement. Donc, on va faire une petite distinction entre les différents types de dyspnée. La dyspnée à l'effort, c'est ce qui est plus, ou l'essoufflement à l'effort, c'est ce qui est le plus évident, le plus connu, hein. Quand on a une maladie pulmonaire, ou même sans maladie pulmonaire, on fait un effort, on devient essoufflé. OK? Ça va de soi. Quand, excusez-moi, la maladie progresse ou quand il y a une exacerbation, un des signes de ça, c'est qu'on n'est plus seulement essoufflé à l'effort, mais on peut aussi être essoufflé au repos. OK?
Donc, ça, c'est quand il y a un essoufflement au repos qui s'installe, ben, comme je vous dis, ça peut être soit un signe de la progression de la maladie ou un signe d'exacerbation, ou qu'il y a un autre problème qu'il y a, parce que les gens n'ont pas juste des maladies pulmonaires, des fois, il peut y avoir d'autres problèmes de santé associés. Euh, la dyspnée réfractaire, qu'est-ce que c'est? C'est une dyspnée ou un essoufflement qui persiste malgré les traitements optimaux. Quand on parle de traitement étiologique, c'est-à-dire qu'on va traiter la cause. Okay? Qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, si par exemple, bon, c'est causé par de la MPOC, c'est normal d'être essoufflé quand on a de la MPOC, c'est un symptôme, mais il y a aussi des médicaments qui existent pour ça. Et là, on va donner à la personne les médicaments, elle va faire aussi de la réadaptation respiratoire, pulmonaire, des exercices, etc. Et là, ben, sa capacité respiratoire va s'améliorer, puis son essoufflement, sa dyspnée va s'améliorer. On va parler de dyspnée réfractaire quand la dyspnée ne répond plus au traitement. Okay? Par exemple, vous prenez vos corticostéroïdes en inhalation, votre traitement à long terme, ou encore vos bronchodilatateurs à long terme aussi. Euh, et ça n'aide pas votre dyspnée. C'est sûr, on ne s'attend pas à un résultat immédiat, mais tout au long de la journée, vous restez plus facilement essoufflé, etc. Ça ne répond plus au traitement. Ou encore, il y a d'autres causes qui peuvent être sous-jacentes de l'anémie, de l'insuffisance cardiaque, il y a plein de choses. Et on traite ça, puis la dyspnée persiste. OK? Donc, quand on dit c'est réfractaire, c'est que c'est réfractaire au traitement. Ça ne répond plus au traitement. Et la dyspnée réfractaire, malheureusement, elle est fréquente, surtout quand la maladie est plus avancée et elle est malheureusement sous-traitée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas traitée du tout, mais elle est souvent sous-traitée parce qu'on peut avoir une tendance à dire, ben, il y a une maladie pulmonaire ou elle a une maladie pulmonaire, c'est normal d'être essoufflé. Oui et non. Tu sais, ça fait partie de la progression de la maladie, mais il y a des choses qui peuvent être faites. Donc, c'est ça. La crise de Disney, c'est quoi? Ben, ça le dit, c'est une crise. OK? Par exemple, bon, habituellement, vous montez les escaliers, vous êtes essoufflé, c'est normal. Mais là, vous êtes tellement essoufflé que même monter les escaliers, là, vous devez vous arrêter là, à la troisième marche, à la quatrième marche, vous n'êtes plus capable de poursuivre, ou ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps que d'habitude parce que là, vous êtes en crise des dyspnées, en crise d'essoufflement. Donc, c'est un inconfort qui est respiratoire soutenu, sévère, qui n'est pas juste, il peut être à l'effort, mais il peut être au repos aussi. On voit ça plus souvent en phase avancée de la maladie. Puis ça vient jouer sur la capacité à réagir de la personne et de son entourage, qui est comme mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, quand on voit quelqu'un étouffé, tu sais, être en grosse crise d'essoufflement, ben, c'est paniquant pour la personne. Ça peut être paniquant pour la personne aussi, et pour l'entourage aussi. Donc, ça vient créer une souffrance chez toutes ces personnes-là. Et si la crise de dyspnée, qui peut être causée par un effort ou qui peut survenir au repos aussi, persiste, qu'elle n'est pas soulagée, ben là, à ce moment-là, on va parler de détresse respiratoire. Okay? Donc, ça, c'est un peu les différents types barre oblique progression des cas de dyspnée. Fait que, comment on peut traiter, soulager cette dyspnée, cet essoufflement-là? Ben, la première chose à faire, c'est de rechercher la cause, donc traiter l'étiologie, la cause, et on va parler de soulagement non pharmacologique et de soulagement pharmacologique. On va les voir avec la prochaine diapositive. Donc, ça a été fait par Paliscience. Je n'ai aucun mérite à cette diapo-là, mais je l'aime tellement que je l'aurais emprunté. Donc, c'est ça. Alors, quand on parle de soulager l'étiologie, c'est-à-dire la cause, on va regarder, est-ce que l'essoufflement augmenté est dû, par exemple, à une infection? Bien, si c'est le cas, on va la traiter, on va donner des antibiotiques ou autres médicaments, dépendamment du type d'infection.
Est-ce que c'est dû à un épanchement pleural? Ben, si c'est le cas, on va traiter l'épanchement pleural, on va faire un drainage. Si c'est dû, par exemple, à une lymphangite carcinomateuse, ben, on peut donner de la corticothérapie. Si c'est dû à une embolie pulmonaire, on va donner de l'anticoagulothérapie. Donc, c'est ça, insuffisance cardiaque, ben, on va donner des médicaments pour le traiter, etc., etc. Donc, on va venir identifier les causes possibles qui ne sont pas toujours directement la maladie pulmonaire, comme vous pouvez le voir, et on va traiter ce qui peut être traité. Okay? Et des fois, c'est carrément la maladie pulmonaire. Donc, c'est sûr qu'on doit offrir les traitements optimaux. Vous le savez, les gens qui ont de la MPOC ou de l'asthme, tout ça, vont généralement avoir des inhalateurs. Ça reste un des premiers traitements et c'est extrêmement important de prendre ces inhalateurs selon la méthode et les doses recommandées, de les prendre régulièrement. Même si on n'a pas toujours l'impression que ça fait effet sur le coup, souvent c'est des traitements à long terme. Donc, on ne le sent pas immédiatement, mais c'est ça qui va faire en sorte que au fil des jours, ben, on va être moins soufflé, on va être plus fonctionnel, etc. Donc, il y a ça pour ça. Mais ce n'est pas toutes les maladies qui vont réagir aux inhalateurs, entre autres les fibroses pulmonaires, les maladies interstitielles, parce que c'est un autre processus physiologique, répondront pas aux inhalateurs, mais il y a des médicaments qui existent pour certains types de fibrose qui vont aider à ralentir la progression de la maladie. Donc, ces médicaments-là peuvent être offerts aussi. Alors, c'est ça. On traite la cause. On a parlé, c'est ça, on est embarqué dans les traitements pharmacologiques. Donc, il y a différentes choses qui peuvent être données. OK, les bronchodilatateurs, des corticostéroïdes quand il y a de l'inflammation. S'il y a une accumulation de liquide sur les poumons, on peut donner des diurétiques qui vont aider à éliminer le liquide. Quand il y a trop de sécrétion, ben, on peut donner des médicaments qu'on dit antisécrétoires ou anticholinergiques. Quand il y a beaucoup de toux, on peut donner des antitussifs, etc. Quand il y a de l'anxiété, à ce moment-là, on peut y aller avec des anxiolytiques. J'ai gardé les opioïdes pour la fin. Mais avant d'aller avec les opioïdes, je voudrais juste, parce que ça, j'ai d'autres diapositives après, je voudrais juste qu'on revienne peut-être au traitement non pharmacologique. Parce que ce qui est important de retenir, c'est que ce n'est pas juste les médicaments qui peuvent soulager les symptômes, qui peuvent soulager l'essoufflement. Il y a d'autres choses à faire aussi. Okay? Dans les traitements non pharmacologiques, on va parler par exemple au positionnement. Bon, ici, c'est marqué positionnement dans le lit, mais positionnement en général. Okay? Donc, souvent, les gens qui sont alités vont mieux respirer si leur tête, elle est relevée. OK? C'est pour ça, des fois, vous allez voir, les gens vont dormir avec 2, 3, 4, 5, 6 oreillers, même vont dormir en position semi-assise ou assise. Et il y a des gens, comme ils ne sont pas bien au lit, ils vont même dormir carrément au fauteuil. Ça peut être le sofa, là, puis là, ils se mettent plusieurs oreillers, ou quand on a ce qu'on appelle en bon français nos bons vieux lazy boys, ben, il y a plusieurs patients qui vont dormir, ben, plusieurs personnes qui vont dormir dans les lazy boys aussi, parce qu'ils sont moins couchés, sont un peu plus relevés, puis c'est plus confortable pour eux. Donc, c'est ça. Il y a aussi ce qu'on appelle la position du tripode. En fait, quand on est assis, on peut se pencher légèrement vers l'avant. On s'accote les coudes sur la table en faisant attention là, à ne pas créer de plaie de pression. Donc, et on se penche légèrement vers l'avant. Et ça peut être très, très aidant aussi. Le fait d'avoir, ben, juste, excusez-moi, je vais revenir au positionnement, c'est autant que faire se peut, il ne faut pas que la personne elle soit toute contractée sur elle-même non plus. Donc, tu sais, on essaie de dégager un petit peu les épaules, ouvrir la cage thoracique pour permettre là, un meilleur passage de l'air. Avoir des vêtements amples. OK? Quand nos vêtements sont trop serrés, ben, ça peut déjà, ça crée une impression
un petit peu de claustrophobie puis d'être serré dans nos choses. On peut avoir l'impression que ça limite les mouvements de la cage thoracique et ça limite le fait de pouvoir prendre des grandes inspirations. On croit que ce n'est pas toujours possible quand on est en phase avancée de maladie pulmonaire. Mais juste l'idée psychologique de pouvoir le faire, l'idée de pouvoir le faire ou non, de se sentir coincé, c'est comme quand on a des cols serrés. Vous savez, les chemises avec les boutons attachés jusqu'en haut serrés ou les cols roulés serrés, bien, tout ça, ça peut faire en sorte qu'on sente qu'on a des moins bonnes capacités à respirer. C'est important d'avoir une bonne ventilation, aération des locaux. Okay? Si vous êtes capable, l'air climatisé, c'est très, très aidant. Vous savez, maintenant, avec le réchauffement climatique ou les changements climatiques, pardon, ben, il fait de plus en plus chaud, de plus en plus humide l'été et c'est extrêmement difficile de respirer dans ces conditions-là, surtout si on a, c'est déjà pas facile pour tout le monde, mais quand on a en plus des maladies pulmonaires. Donc, c'est important de s'assurer d'une bonne ventilation, aération. On ouvre les fenêtres quand il ne fait pas 92 degrés avec facteur humidex, puis qu'on n'est pas en train de dégoûter de partout. Mais ça, les fenêtres, on peut les ouvrir le soir, la nuit au besoin, hein, hygiène de l'air, là, c'est ça. On peut utiliser des ventilateurs si on n'a pas l'air climatisé. Et ça aussi, les ventilateurs, souvent, les diriger vers la personne, ça donne l'impression de mieux respirer. Okay? Puis, je ferai le lien tout à l'heure avec l'oxygénothérapie. Donc, on aère, on ventile, on climatise quand c'est possible. C'est important d'avoir une atmosphère calme. Le plus il y a d'excitation, le plus ça crée une certaine anxiété, le plus on peut avoir de la difficulté à respirer. Donc, on essaye de garder les choses calmes, paisibles. Faut qu'il y ait un espace suffisant autour du lit aussi. On peut rafraîchir régulièrement le visage de la personne avec une débarbouillette, par exemple, fraîche. On peut lui suggérer ou l'aider à faire sa toilette au lit. On va privilégier des visites brèves plutôt que très longues parce que les longues visites, ça va tirer beaucoup d'énergie. On peut offrir des repas fractionnés. Quand manger devient difficile, quand manger devient fatigant, ben, plutôt qu'avoir des gros repas lourds à digérer, on peut offrir des petits repas plus fréquents. On va offrir aussi à la personne des choses qu'elle a envie de manger, des choses qui sont légères, mais qui vont l'aider. Là. Mais ça c'est un autre sujet encore. Avoir des textures adaptées. Si la personne, c'est rendu difficile pour elle de mâcher, vous savez, là, il y a des morceaux de viande qui sont très, très, très coriaces, puis on peut passer beaucoup d'énergie à mâcher ça. Ça peut sembler rien pour quelqu'un qui est en pleine forme, en pleine santé, mais quand notre énergie elle est limitée au compte-gouttes, ben, d'avoir des choses, puis là, je ne parle pas nécessairement d'avoir de la purée, là, puis il faut faire attention à notre budget aussi, le filet mignon, ce n'est pas donné à tout le monde, mais d'avoir des choses qui sont plus faciles à mâcher, plus faciles à avaler, ça peut aider aussi. Je parlais d'oxygénothérapie tout à l'heure, ventilation, aération. L'oxygénothérapie, quand on a essoufflé, ça ne va pas être aidant pour tout le monde. En fait, l'oxygène, on va l'offrir aux personnes chez qui le taux d'oxygène est trop bas. Okay? Et non pas aux personnes qui sont essoufflées, parce que l'oxygène n'aide pas nécessairement à l'essoufflement. Okay? L'oxygène, on le donne vraiment quand le taux est trop bas pour que la personne puisse fonctionner correctement, pour que ça réponde aux besoins vitaux de la personne. Okay? Mais pas pour de l'essoufflement parce que c'est pas ça qui va être utile, qui va être aidant. Le ventilateur, souvent, quand la personne n'est pas ce qu'on appelle hypoxémique, donc quand elle n'a pas un taux d'oxygène très bas, le ventilateur va souvent être plus efficace que l'oxygénothérapie. Et si jamais la personne, elle a beaucoup, beaucoup de sécrétions aussi, on n'en a pas parlé, mais des fois, en phase avancée, très avancée de la maladie, il peut y avoir une production de sécrétions.
qui va venir gêner la respiration. À ce moment-là, il y a différentes choses qui peuvent être faites. Si on voit qu'elles deviennent embêtantes pour la personne, à ce moment-là, il pourrait y avoir une aspiration en douceur des sécrétions hautes, mais ça prend un appareillage et tout ça. Mais il faut vraiment que ça soit dérangeant pour la personne et non pas pour son entourage. Parce que souvent, l'entourage va être plus dérangé par les sécrétions que la personne elle-même parce que le bruit va être dérangeant, va donner à l'entourage l'impression que la personne étouffe. OK? Et c'est irritant aussi. Donc, c'est ça. Fait que là, souvent, la famille, tout ça, vont dire, ben, il faut l'aspirer, il faut l'aspirer, il faut l'aspirer. Non, on aspire la personne uniquement si les sécrétions sont dérangeantes pour elle. OK? Puis, on va essayer d'autres techniques avant l'aspiration. Parce que l'aspiration, ça reste quelque chose qui est quand même invasif, pas très agréable. Donc, il y a plusieurs choses à faire avant d'en arriver là. Et là, on a parlé de la médication. Je vais revenir sur les opioïdes tout de suite après. Et quand toutes les interventions qu'on fait ici ne sont pas efficaces et que l'essoufflement est tellement grand que on en est rendu à une détresse respiratoire, à ce moment-là, on peut utiliser soit un protocole de détresse respiratoire ou une sédation palliative. Donc, ça, c'est des médicaments qui vont faire en sorte que ça va endormir la personne. Et je dis bien endormir et non pas finir ses jours. Okay? Ce pas des médicaments qui vont donner la mort, qui vont tuer la personne. Okay? Mais ça va, dans le fond, l'endormir pour faire en sorte qu'elle ne soit plus aussi souffrante. Okay? Ça peut être fait de façon temporaire ou ça peut être fait sur une période prolongée aussi. Okay? Donc, ça, c'est comme notre espèce de dernier recours quand on n'arrive vraiment, vraiment, vraiment pas à soulager ses symptômes et qu'elle est en grande souffrance. On parlait des opiacés. Donc, quand on parle des opiacés, c'est les médicaments comme la morphine et autres médicaments de cette famille-là. Okay? Euh, on associe souvent la morphine avec les cas de cancer. Habituellement. OK? Et il y a encore beaucoup de préjugés dans la population en général et même aussi dans le corps médical, quoique ça s'améliore de plus en plus par rapport à l'utilisation des opiacés qu'on associe finalement à une mort hâtive. OK? Mais les opiacés, quand ils sont bien utilisés, ne vont pas hâter la mort. Okay? Ils vont soulager la personne, tout simplement, jusqu'à sa mort. Et quand on est en fin de vie, ben, on va mourir de toute façon. Donc, c'est normal de mourir en consommant des opiacés, non pas parce qu'on a consommé des opiacés, mais tout simplement parce qu'on était rendu là dans notre processus. Et ça a donné qu'on a donné des opiacés à ce moment-là parce que c'est ce qui était le plus aidant, comme la morphine. Pourquoi je parle de morphine ici dans un cas de maladie pulmonaire? Ben parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que la morphine pouvait aider à soulager en partie l'essoufflement. Okay? Ça ne fonctionne pas avec tout le monde, ça ne fonctionne pas toujours à 100%, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont vu une amélioration de leur essoufflement avec l'utilisation de la morphine. Okay? Ici, on a les résultats, vous voyez à l'écran, d'une étude sur la satisfaction globale de l'utilité des opiacés, principalement la morphine, par des patients MPOC. Okay? Et ce qu'on voyait, c'est que dans le fond, en bleu et en vert, c'est les gens qui trouvaient soit très aidant ou relativement aidant l'utilisation de la morphine, et ce, après 2 semaines, après 2 mois et après 4 à 6 mois. Il y a quand même des gens qui n'ont pas vu de différence
ou qui ont trouvé que ça aidait tellement pas que c'était même un peu pire. Mais comme vous voyez, c'est quand même une bonne minorité, là, parce qu'en bleu et en vert, c'est ceux qui ont trouvé ça aidant, soit un peu aidant ou très aidant. Okay? Comme je vous dis, ce n'est pas pour tout le monde, mais on a vu quand même une amélioration. Le processus n'est pas encore exactement connu de quelle façon ça va aider, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça venait soulager au niveau des bronches, ça soulage le travail du cœur aussi. Donc, c'est comme un travail multiple de la morphine qui vient aider. Comment on va l'administrer quand on veut soulager l'essoufflement? Une des choses à savoir, c'est que quand on administre la morphine, je dis la morphine, mais ça peut être d'autres opiacés, mais c'est la morphine qui est le plus souvent utilisée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est en premier lieu, on va administrer des doses beaucoup plus petites que ce qu'on donnerait pour soulager la douleur. OK? À moins que la personne soit déjà quelqu'un qui a consommé beaucoup d'opiacés pour différentes raisons. Il y a eu des maladies, des chirurgies, des ça, etc. Mais en général, on va donner des doses beaucoup plus petites. OK? Ce qui vient diminuer les risques d'effets secondaires et tout ça. Euh, on va y aller avec un début progressif. Il y a différents patrons d'administration, on va les voir tout de suite après, mais on commence progressivement avec une très petite dose et on augmente graduellement jusqu'à trouver la dose qui va être efficace pour la personne. Puis ce qu'on essaie de trouver, c'est un équilibre entre, excusez-moi, c'est efficace pour soulager l'essoufflement en donnant le moins d'effets secondaires possible. OK? Il y a peu ou pas d'incidence d'accoutumance quand c'est bien dosé. Okay? Donc, il y a peu de risques avec ça quand on fait un bon suivi, qu'on dose bien notre morphine. Et il y a plusieurs patrons d'administration possibles. Il y en a qui vont donner de la morphine à courte action par la bouche avec une possibilité d'entredose. Okay? Ça veut dire, par exemple, on va donner de la morphine à tous les 4 à 6 heures sur une base régulière. Mais si jamais la personne a une petite crise d'essoufflement qui est difficile à soulager entre, mais on peut donner une dose plus petite, ce qu'on appelle une entredose, qui va l'aider en attendant de revenir à sa dose régulière. Et dépendamment de la quantité de la dose qui est donnée, on va y aller soit en sirop, soit en comprimé. Pourquoi en sirop? Tout simplement parce que les comprimés, c'est quand même des assez grosses doses. Quand on veut débuter avec des plus petites doses, c'est plus facile d'y aller avec du sirop. On arrive à mieux gérer, mieux calculer nos doses. On peut avoir aussi un patron d'administration avec un opiacé à longue action. Péros, ça veut dire PO, ça veut dire péros par la bouche. Donc, on avale en comprimé finalement, OK, avec des possibilités d'entredose à courte action. L'avantage de ce patron-là, c'est que ça amène un meilleur soulagement à long terme parce que comme il y a des doses à longue action, c'est-à-dire on donne une dose le matin qui dure toute la journée jusqu'au soir, ben, ça fait une concentration plus stable dans le sang et donc un meilleur soulagement à long terme, puis avec la possibilité d'entredose entre si jamais il y a des augmentations. Quand on est vraiment plus en fin de vie, que la personne a de la difficulté à avaler tout ça, ou qu'elle est semi-consciente, ben, on pourrait y aller avec des doses sous-cutanées, donc en injection. Euh, une autre possibilité aussi, c'est le fentanyl qu'on dit sublingual, c'est-à-dire ça va être du fentanyl liquide qu'on va mettre dans une seringue sans aiguille, puis la personne va se l'administrer en dessous de la langue. On ne pique pas, là, on fait juste la seringue, c'est juste ça aide à déposer le liquide sans qu'on en verse partout. Et ça, c'est très efficace pour soulager rapidement en quelques minutes les crises dyspnéiques. Okay? Pour quelqu'un qui fait des vraies crises dyspnéiques, là, de dyspnée réfractaire, ça peut être une bonne alternative. Comme on a mentionné tout à l'heure, dans les cas là, de détresse prolongée, ben, il y a toujours la possibilité d'avoir recours au protocole de détresse respiratoire. Mais ça, pour les gens qui sont à la maison, qui ne sont pas en milieu hospitalier, ben, il faut que ça soit prévu, faut que ça ait été anticipé
par l'équipe soignante parce qu'on ne peut pas juste appeler l'infirmière ou le médecin et dire, ben là, il est en détresse, je peux-tu avoir des médicaments? C'est quelque chose qui doit être anticipé, qu'on doit prévoir, qu'on doit déjà avoir à la maison. Okay. Donc, ça, c'est pour l'utilisation des opiacés. C'est important de faire un bon enseignement. N'hésitez pas, vous, si vous avez des questions, n'importe quoi, à les poser à votre infirmière, à votre médecin, à votre pharmacien par rapport à n'importe quoi. C'est l'utilisation du médicament, les effets secondaires, quoi surveiller, etc. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des craintes, si vous avez peur par rapport à ce médicament-là ou n'importe quel autre. En fait, ça, là, ça s'applique pour tout ce qui est médicaments et tout, finalement. C'est quoi le principal obstacle dans l'utilisation de la morphine? C'est les craintes et les fausses croyances, autant du personnel de la santé, parce que ça a longtemps été tabou puis associé à la dépression respiratoire, donc qui n'est pas la même chose que la détresse respiratoire. Euh, donc, les gens pensaient que ça faisait arrêter les gens de respirer puis que ça pouvait les tuer. Et ça va être, tu sais, en fait, la morphine, comme n'importe quel médicament, doit être bien dosé. Okay? Mais c'est quelque chose qui est très, 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 très rare dans les cas de fin de vie et tout ça, là, parce qu'on fait attention et tout. Puis le médicament est métabolisé par la personne pour répondre à ses besoins, soit le soulagement, de l'essoufflement ou de la douleur. Donc, le personnel de la santé, mais aussi la personne et l'entourage aussi peut avoir des craintes. Moi, je me souviens personnellement dans ma famille, une personne qui était souffrante et son époux, mais là, on remonte à il y a plusieurs années, là, on remonte à il y a 30 ans, là. C'est ça, et son époux avait tellement peur de la morphine qu'il ne voulait pas qu'on lui en donne, il ne voulait pas parce que il voulait qu'elle souffre, mais parce que dans sa tête, c'était pas concevable. Il avait trop peur de la morphine et des effets que ça pouvait euh, causer. Donc, d'où l'importance, on en revient à enseigner, faire verbaliser les gens. Vous n'hésitez pas avec vos questions et tout ça. Euh, une autre hésitation aussi, puis ça qu'on va souvent retrouver par rapport au personnel soignant, mais des fois aussi par rapport à la personne et à l'entourage. C'est une hésitation face au pronostic. Okay? Le pronostic, c'est quoi? Ben, c'est d'être capable de dire ben, il reste à peu près approximativement tant de temps à vivre à la personne. Et ça, en maladie chronique, c'est difficile de se prononcer. Bara l'a dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites par rapport à tout ce qui est cancer. C'est plus facile d'avoir des statistiques puis d'avoir une idée approximative de, bon, avec tel type de cancer, tel stade, tel état de la personne, on peut lui donner à peu près 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est beaucoup plus difficile en maladie chronique. Et en maladie chronique, ça a souvent tendance à s'étirer, à se prolonger. Et là, on a aussi cette tendance à vouloir sauver absolument la personne. On est dans un système qui, pendant longtemps, pensait beaucoup à traiter, à guérir, mais moins à soulager puis à accompagner vers la mort, parce que l'idée de mourir n'était pas facilement acceptée. Donc, il peut y avoir cette hésitation-là. Il ne peut pas être mourant, il n'est pas mort. Tant qu'il n'est pas mort, il n'est pas mourant. Donc, ça va faire en sorte qu'on va hésiter à prescrire, on va hésiter à soulager, parce que c'est associé à cette idée de la mort imminente. Ben, je dis imminente, mais on peut prescrire de la morphine des années avant que la personne meure, ou tout autre traitement, parce qu'on est dans le soulagement. On n'est pas. Puis c'est important de soulager bien avant qu'on soit rendu aux 2 dernières semaines. Donc, c'est ça. Fait que, d'où l'importance d'avoir des discussions entre nous, avec notre famille, avec nos amis, avec nos prestataires de soins. Okay, c'est important d'aborder ces sujets-là. Puis, c'est important aussi d'aborder les effets secondaires qui peuvent être associés avec la morphine ou tout autre médicament qui va être pris. Mais dans le cas des opiacés, l'effet secondaire le plus fréquent, ça va être la constipation. Donc, c'est important d'en parler, de l'anticiper, parce qu'il y a des gens qui peuvent bien répondre aux médicaments, mais ça crée tellement d'inconfort, par exemple, avec la constipation, qu'ils vont dire, ben moi, ça va faire, j'en veux plus.
ou qui vont l'endurer pareil, mais qui vont se rattraper et qui vont se ramasser avec un autre type de souffrance. Fait qu'on ne veut pas soulager la jambe droite pour laisser souffrir la jambe gauche. Là. Donc, on essaie de voir tout ça. Et il y a évidemment d'autres effets secondaires. On essaie de prévenir, de soulager, etc. Donc, c'est ça. Puis vous, ben, si vous avez des effets secondaires, n'hésitez pas à en parler aussi pour que ça puisse être traité. On va parler de l'atout. OK, je vais accélérer un petit peu. Donc, au niveau de l'atout, c'est un symptôme qui est souvent négligé et je pense que plusieurs d'entre vous le savent, c'est un symptôme qui est extrêmement incommodant. Okay? Ça peut affecter la qualité de vie de façon très, très, très négative. Je dis qu'il est souvent sous-traité, mais c'est parce que ce n'est pas toujours facile à traiter l'atout. Il peut y avoir plusieurs origines. Ça peut être directement lié à votre maladie actuelle, mais ça peut être lié à autre chose aussi. Donc, c'est ça, on va regarder rapidement. Donc, c'est important d'identifier le type de toux. Même vous, quand vous toussez, portez attention. Est-ce que votre toux, elle est sèche? Est-ce qu'elle est grasse? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle est efficace ou non? C'est quoi ça? Une toux qui est efficace, c'est quand on a des sécrétions, donc une toux grasse, et quand on tousse, on arrive à dégager et à faire sortir les sécrétions. Une toux non efficace, c'est que notre toux, elle est grasse, il y a des sécrétions, mais on n'arrive pas à les faire sortir, ça reste là quand même, dans les voies respiratoires. Okay? Donc, ça, c'est des choses auxquelles on doit porter attention parce qu'on va pouvoir les rapporter à notre infirmière, à notre inhalothérapeute, à notre médecin, etc. Et ça va, ça va l'aider à être capable là, de trouver la cause ou de voir comment on peut traiter tout ça. Donc, c'est important pour le professionnel de la santé de chercher et de traiter la cause qui peut être multiple et complexe. Okay. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des traitements non pharmacologiques? Ben, c'est d'enseigner les techniques de tout efficaces. Là, on n'a pas nécessairement, bon, on n'a pas vraiment le temps, puis là, vous ne me voyez pas vraiment non plus, là, mais ça, vous pouvez demander, encore une fois, soit à votre médecin, votre infirmière, votre inhalothérapeute, de vous montrer les techniques de tout si ça n'a pas déjà été fait, puis si c'est quelque chose, si vous avez une toux grasse et que vous avez de la difficulté à dégager vos sécrétions. Donc, il y a une façon de faire qui peut aider. Parfois, on peut envisager aussi le drainage postural. C'est quoi de ça? C'est ben, quand on tousse, quand on a une toux grasse, on toux pour dégager les sécrétions. S'il y en a moins, ben à ce moment-là, on va avoir moins tendance à tousser. Donc, il y a des positions qui peuvent être adoptées par la personne. Encore une fois, si vous sentez que c'est un besoin, parlez-en à votre professionnel de la santé. Il y a des positions qui peuvent être adoptées pour faciliter le drainage des sécrétions vers l'extérieur pour les aider à faire sortir. Ça peut être accompagné ou non de clapping. Donc, c'est ça, donc de percussions, en fait, qui peuvent être faites à la main ou avec un appareil à vibration pour aider à décoller les sécrétions et pour les aider à s'éliminer plus facilement. Euh, on peut aider en maintenant la tête élevée et en ayant une position confortable. Vous avez probablement remarqué que quand vous êtes couché à plat dans votre lit, vous allez plus facilement tousser que si vous dormez la tête élevée avec quelques oreillers ou quand vous êtes au fauteuil. C'est important de vous hydrater adéquatement. Plus on est sec, là, on parle de toux grasse depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas juste des toux grasses, il y a des toux sèches aussi, puis ils sont quasiment pires. Euh, mais c'est important d'être bien hydraté, à moins que vous ayez une restriction. Ça se peut que vous ayez une condition de santé qui fasse en sorte que vous ne pouvez pas boire beaucoup. Okay? Par exemple, de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance rénale. Mais si vous n'avez pas de restriction à ce niveau-là, assurez-vous de bien vous hydrater de façon régulière. La meilleure chose, ça reste encore l'eau, parce que quand nos voies aériennes sont moins sèches, ben à ce moment-là, c'est moins irritant. On va moins avoir tendance à tousser.
Assurez-vous qu'il y a un taux d'humidité suffisant dans votre maison, ni trop élevé, ni trop bas. Et d'avoir une bonne hygiène de l'air. On en a parlé tout à l'heure, mais d'ouvrir les fenêtres régulièrement. Il y a des études qui démontrent que si on ouvre les fenêtres un minimum de 15 minutes par jour, c'est pas obligé d'être à midi et quart quand il fait 92 degrés. Ça peut être tôt le matin, tard le soir, quand il fait plus frais. Mais quand on aère la maison régulièrement, ça diminue les infections pulmonaires, ça diminue les irritants, etc. On fait attention, évidemment, si vous êtes allergique au pollen, ben, on se garde une petite gêne pendant le temps des foins, où on a des très, très bons moustiquaires, là, etc. Mais d'avoir une bonne hygiène de l'air va aider aussi. Au niveau des médicaments, ben, ça va vraiment dépendre du type de toux, de la cause. Les opiacés, encore une fois, peuvent aider pour la toux. Okay? Tous les opioïdes se valent, sauf la mépéridine, mais ça, on l'utilise à peu près plus ici. Donc, ce qui est utilisé le plus souvent, c'est le sirop de codéine ou la codéine, la morphine. Mais si jamais vous prenez déjà du dilodide ou vous êtes habitué avec le dilodide ou que vous tolérez juste le dilodide, ça peut aider aussi, etc. Mais le plus fréquemment, on va penser à la codéine ou à la morphine pour ça. Si quelqu'un utilise déjà des opiacés, ben, il peut y avoir possibilité d'augmenter la dose plutôt que de combiner différents opioïdes ou encore utiliser un médicament avec un mode d'action différent. Bon, puis dans les cas de tout réfractaire, il peut y avoir d'autres types de médicaments, mais ça, on n'embarquera pas là-dedans. Là. Ça serait de voir avec votre médecin. Euh, la fatigue, OK? Parce qu'on pense souvent à bon, tout essoufflement, mais il y a d'autres symptômes comme justement la fatigue. C'est un symptôme qui est fréquent, qui est subjectif, c'est-à-dire que c'est ressenti par la personne. Et ce n'est pas aux autres qui sont autour de vous à déterminer est-ce que vous êtes fatigué ou non. La seule personne qui peut connaître, comprendre votre niveau de fatigue, c'est vous. C'est un symptôme qui est pénible, qui est persistant. Ça va de la simple lassitude jusqu'à l'épuisement total, qu'on a toute la misère du monde à se lever de son lit. Puis ça touche pas juste les sphères physiques, mais aussi les sphères émotionnelles, cognitives, c'est-à-dire de la pensée, spirituelle, etc. Hein. Plus on est fatigué, plus on a la mèche courte, plus c'est difficile de se concentrer, plus on se sent découragé, puis c'est peut-être plus difficile de croire en ce qui nous réconfortait auparavant. Donc, c'est ça, ça affecte le fonctionnement, la qualité de la vie et la fatigue comme telle, là, profonde, c'est pas atténué simplement par le sommeil. Donc, c'est pas juste d'aller faire une sieste qui va aider ou de dormir une bonne nuit. Donc, encore une fois, on traite la cause quand c'est possible parce que ça peut être dû, par exemple, à de l'anémie, de l'infection, une surcharge de liquide. Il peut y avoir de la maigreur extrême, toutes sortes de causes physiques qui peuvent causer la fatigue. Donc, on va essayer de traiter ça. On va favoriser un équilibre entre les activités et le repos. Euh, donc, c'est important. Hein. On bouge un peu, on se repose, on bouge un peu, on se repose, au lieu de faire tout un ouf, on fait tout ensemble en une demi-journée, puis là, on s'épuise complètement, puis là, ça nous prend 3 jours à récupérer. Donc, c'est important. Et on peut, tu sais, on en parle beaucoup, mais on peut faire appel au service de réadaptation physique, réadaptation pulmonaire aux besoins. Même quand on est en phase avancée de la maladie, ça peut aider. Surtout que ces services-là peuvent être personnalisés dépendamment où vous les faites. Là, ça peut être personnalisé selon vos capacités et vos besoins. En phase très avancée, ben, sans que ce soit nécessairement les exercices traditionnels, ben, le physiothérapeute peut vous aider à savoir, à trouver les meilleurs moyens comme comment vous déplacer efficacement, comment vous bougez dans votre lit, comment vous déplacer, par exemple, à la salle de bain pour aller prendre votre bain, votre douche, etc. Donc, ça aussi, ça vaut la peine là, de voir. Okay? On va essayer d'optimiser le rythme et l'hygiène de sommeil, essayer de se rapprocher
de quelque chose de régulier, de normal. On va privilégier des courtes siestes plutôt que les longues. Plus on dort dans la journée, premièrement, les trop longues siestes, des siestes qui durent plus qu'une heure, même il y en a qui disent plus que 40-45 minutes selon les études, mais plus la sieste elle est longue et moins elle est réparatrice. OK? Donc, on va privilégier des siestes entre 20 minutes et 45 minutes, quitte à se mettre là, une alarme plutôt que de dormir trop longtemps, parce que non seulement c'est moins réparateur, mais en plus, ça vient complètement défaire notre rythme de sommeil et on va avoir beaucoup plus de difficultés à dormir la nuit et là, ça ne viendra pas aider notre sentiment de fatigue et tout ça. Et dans des cas plus importants, ben, on peut parfois, ben, ça c'est à voir avec le médecin, considérer certains types de médicaments qui peuvent donner un peu plus d'énergie. Mais ça, c'est toute réserve, c'est dans des cas bien spécifiques, puis c'est à cesser si c'est inefficace. La perte d'autonomie, ben, c'est important de prévenir le déconditionnement, de maintenir les capacités fonctionnelles. Donc, on en revient à notre fameuse réadaptation pulmonaire, nos exercices, pour essayer de se garder en forme le plus longtemps possible, de garder nos capacités à faire des choses le plus longtemps possible. On va alterner les périodes d'activité et de repos. On va faire appel à l'équipe interdisciplinaire qui va inclure l'ergothérapeute, la physiothérapeute. L'ergothérapeute va aider, par exemple, dans l'adaptation de notre milieu, la physiothérapeute justement sur comment optimiser nos déplacements. On va adapter l'environnement. Okay? Des fois, ça peut être de mettre des barres d'appui, avoir un bain surélevé, avoir un type de lit différent, des choses comme ça. Il ne faut pas négliger les aides techniques non plus. Okay? D'utiliser, par exemple, une marchette, un déambulateur, une canne. Plusieurs personnes ont l'impression que d'utiliser une aide technique, c'est un signe de perte d'autonomie. Moi, souvent, je vais recommander de voir ça différemment. Quand vous utilisez une aide technique, c'est pour vous aider à garder votre autonomie. Ce n'est pas une perte d'autonomie, c'est un maintien de l'autonomie parce que ça vous permet de faire des choses qui seraient plus difficiles, voire impossibles sans. Donc, ça vous aide à rester autonome de façon sécuritaire, okay? Contrairement à si vous le faisiez sans ces aides techniques-là. Donc, il ne faut pas être gêné, puis il y en a de plus en plus qui en ont. Hein, on est dans une population vieillissante. L'isolement social, OK? Comme on disait tout à l'heure, ben, quand on a des maladies pulmonaires, ça nous limite de plus en plus dans notre capacité à nous déplacer, à tolérer la fatigue ou en tout cas tolérer les efforts, etc. Et ça peut créer un certain isolement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est important d'explorer les besoins, les désirs de la personne ou vous-même de vous questionner, est-ce que vous vous sentez isolé? Est-ce que ça crée des problèmes pour vous? Parce qu'il y a des gens qui sont très, très bien dans la solitude, hein, donc c'est vraiment du cas par cas. On va explorer les causes de la situation avec la personne, on va favoriser la communication avec les proches. On peut aider à identifier des ressources disponibles. Des fois, ça peut être, par exemple, d'obtenir le transport adapté. Il peut y avoir des services d'aide au déplacement, etc. Favoriser la participation au groupe d'entraide qui peut aussi aider à diminuer le sentiment d'isolement. Hein. On se retrouve avec des gens avec qui on peut échanger, des gens qui vivent des choses similaires à nous. Je n'ai pas besoin de vous convaincre des bienfaits des groupes d'entraide. Comme mentionné, on explore les possibilités de déplacement. Au niveau de l'anxiété, de la dépression, ben, pour le personnel de la santé, c'est important d'effectuer du dépistage, du repérage. Dans votre cas à vous, ben, questionnez-vous, est-ce que vous êtes plus anxieux, plus déprimé qu'à l'habitude, ou sinon, si vous l'êtes comme d'habitude, est-ce que c'est un état qui est quand même pas le fun? C'est pas normal d'être anxieux, d'être déprimé. Il n'y a pas de honte à ça non plus. Malheureusement, il y a beaucoup de stigmatisation par rapport à la santé mentale, mais il n'y a pas de honte et c'est extrêmement fréquent dans les cas de maladies chroniques, particulièrement dans les cas de maladies pulmonaires.
Et il y a des choses qui peuvent être faites pour ça. Donc, on va essayer d'identifier avec la personne, est-ce qu'il y a des causes modifiables? On va écouter, soutenir, favoriser la communication, encore une fois, avec la personne les proches, offrir ou encourager la personne à utiliser les aides psychologiques et ou psychosociales. Dans certains cas, ben, la médication peut être d'une bonne aide aussi et il ne faut pas avoir peur de l'utiliser parce que le même titre qu'on utilise la médication quand on a un diabète, pourquoi est-ce que ça serait une moins bonne chose quand on a un problème de santé mentale? Hein? Santé mentale, problème de santé. S'il y a des choses qu'on peut faire pour aider, si la médication aide, pourquoi pas? Okay? Il ne faut pas se sentir gêné. Euh, Quand on a des problèmes de santé importants, des problèmes de santé chroniques et quand on est entre autres en fin de vie, ben, on va avoir affaire avec une équipe de soins. OK? Dépendamment de l'endroit où vous êtes, des services qui sont offerts, différents membres peuvent faire partie de cette équipe-là. C'est important d'avoir recours à leur service, d'accepter leur aide. OK? La première personne, le premier membre de l'équipe, c'est vous. OK? Vous êtes au cœur de votre équipe de soins et c'est important d'exprimer vos besoins, d'exprimer vos désirs, de poser des questions, de ne pas rester une personne passive par rapport à ce qui vous est offert, à ce qui vous arrive, évidemment toujours dans le respect des intervenants et tout ça. L'infirmière va être en général un membre très, très, très important de votre équipe, probablement la personne avec qui vous allez avoir le plus de contact, surtout en phase avancée de la maladie. Les médecins, évidemment, je pense qu'on n'a pas besoin de s'étendre là-dessus. Une allothérapeute dans le cas, particulièrement dans le cas des personnes qui ont besoin d'oxygène, mais ça peut être, les gens peuvent avoir besoin d'autres services aussi. Hein. Des fois, ils peuvent avoir des CPAP, des BIPAP. Des fois, ça peut être aussi des traitements de nébulisation. Donc, l'inhalothérapeute est un professionnel formé en maladie respiratoire qui est un membre important. Et dépendamment à Montréal, ça va plus être l'infirmière souvent qui va faire le suivi, mais dans les autres régions, les régions qui sont moins urbaines, souvent, ça va être les inhalothérapeutes qui vont être les principaux intervenants auprès des personnes qui ont des maladies pulmonaires. Euh, Travailleuse sociale, psychologue, pas hésiter à les consulter, à utiliser leurs services aussi, que ce soit justement pour essayer euh, de, d'avoir plus de services avec la travailleuse sociale. Des fois, ça peut être une relocalisation, des fois, ça peut être toutes sortes de choses. Vous aider avec les soucis financiers, voir c'est quoi les aides financières auxquelles vous, vos aidants pourraient avoir recours, tout ça. Le travailleur social peut faire plein, plein de choses pour vous et psychologue pour vous aider avec les difficultés psychologiques que vous pouvez vivre. Je sais que l'accès n'est pas toujours évident, mais quand on peut, quand c'est disponible, il ne faut pas hésiter. Il y a les physiothérapeutes, techniciennes en physiothérapie, on en a parlé. Les physiothérapeutes en fin de vie peuvent vous aider à travailler sur les transferts, les déplacements en utilisant les techniques respiratoires appropriées, peuvent recommander des changements de position au lit ou au fauteuil pour favoriser le drainage postural au besoin. Dans certains cas, ils peuvent montrer aussi aux proches aidants certaines mobilisations, exercices au lit possibles pour réduire l'ankylose, faciliter les soins, etc. Elles peuvent aussi aider à collaborer pour adapter le domicile. Et parlant d'adaptation de domicile, ben, il y a l'ergothérapeute aussi qui est vraiment une personne de choix dans l'équipe qui va aider à favoriser l'autonomie optimale dans les activités qui sont significatives pour la personne. Ils vont essayer d'optimiser le confort en position assise, couchée, vont essayer d'aider à maintenir les habitudes de vie, peuvent amener des adaptations au logement, aux différents meubles, différents équipements, elles peuvent proposer d'autres équipements. Puis elles vont optimiser la sécurité de la personne et des aidants quand c'est venu le temps d'avoir de l'assistance physique.
Et il ne faut pas, après ça, utiliser aussi les membres de l'équipe de soins directs, c'est-à-dire soit les préposés aux bénéficiaires ou les aides, les ASSS. Je ne me souviens jamais c'est quoi les 3 S, là, mais disons les préposés à domicile qui vont être d'une grande, grande aide, qui vont être très présents auprès de vous, tout comme les infirmières qui vont vous aider, par exemple, à vous habiller, à vous laver, à vous déplacer, etc. Donc, tout ça, c'est des membres de l'équipe qui peuvent vous aider, vous, votre famille, en phase avancée et palliative et tout ça de la maladie, là. On revient, on termine avec M. Azoulay. Grâce aux interventions des équipes du SRAD de soins palliatifs du CLSC, M. Azoulay a pu rester à la maison jusqu'à ce que son état soit très détérioré et que sa perte d'autonomie soit trop importante pour que son épouse s'en occupe adéquatement sans s'épuiser. Mais vu que tout ça avait été abordé par l'équipe de soins et M. Azoulay, ben, ils ont pu prévoir une admission en soins palliatifs et c'est là que M. Azoulay a pu paisiblement terminer ses jours accompagné de son épouse.